Ma mère criait pendant que j'essayais de m'entraîner au piano. « Sarah, arrête de faire du bruit. Ton frère essaye de regarder ses dessins animés. » J'ai alors répondu « Je dois répéter, j'ai bientôt une représentation. » Et puis elle a dit « Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais exploser cette chose inutile. » Roy est en train de regarder son émission préférée. Roy pleurnichait. « Oui, Sarah, tais-toi !» Roy n'avait que 8 ans, et bien qu'il soit dégoûtant, mes parents le considéraient comme un bien précieux. Il était bruyant, insupportable, sale, et le pire enfant de sa classe. Tout ce qu'il faisait, c'était manger, regarder ses dessins animés et faire du football américain. Il dégageait également une odeur nauséabonde. De l'autre côté, j'étais la meilleure fille de 15 ans que quelqu'un pourrait demander. J'avais les meilleures notes et j'étais la meilleure dans toutes mes classes, même en sport. J'étais la présidente du conseil des étudiants, la présidente de l'équipe robotique ainsi qu'à l'orchestre de l'école. Mes professeurs m'adoraient et j'étais certaine que les parents de mes amis auraient aimé que leurs enfants soient aussi parfaits que moi. J'ai alors arrêté de jouer du piano et j'ai décidé d'étudier pour un quiz de maths qui avait lieu le lundi d'après. Tout à coup, Roy est monté dans ma chambre. Il demandait « Tu fais quoi, idiote ?» J'étudie pour un test, dégage. Il a alors attrapé ma calculatrice, l'a jetée par terre et y a marché dessus. J'ai crié « Qu'est-ce que tu fous, Roy? J'en ai besoin! T'es chiant !» Je l'ai poussé dessus sur la calculatrice, l'ai pris par le bras et je l'ai jeté hors de ma chambre. J'ai fermé à clé et j'ai essayé de continuer à étudier. Quelques minutes après, mon père et ma mère se sont mis à toquer à la porte. Mon père a alors dit « Sarah, c'est inadmissible! Comment peux-tu traîner ton frère de la sorte? Ouvre la porte !» J'ai ouvert la porte et je leur ai dit « J'essayais simplement d'étudier et il n'a rien trouvé de mieux que de jeter ma calculatrice par terre. Je devais le faire sortir pour pouvoir continuer à étudier. » Ma mère a alors dit en criant « Tu es une sœur horrible et le pire exemple pour Roy. Je suis sûre qu'il essayait de t'aider. Tu es puni et je garde ton téléphone pendant 1 mois. » Ça ne servait à rien de répondre. Ils m'ont fait ça un bon nombre de fois. Je n'ai jamais compris pourquoi ils faisaient tout pour Roy, mais qu'ils me traitaient comme une moins que rien. Le lendemain, après l'école, je suis allée, déprimée, à une réunion de robotique. Mon meilleur ami a tout de suite compris. Il a demandé « Pourquoi t'as l'air aussi triste ?» J'ai expliqué la situation avec mes parents et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'ils ne m'ont jamais aimée et qu'ils ne m'ont jamais voulu. Brian a dit « J'ai une bonne idée !» J'ai alors répondu « Quoi ?» Il a alors dit « Parfois, quand ma mère me met en colère, je quitte la maison et je ne reviens pas avant plusieurs heures. Puis, quand je rentre, elle fait presque tout ce que je veux. L'astuce est de rendre tes parents très inquiets. » J'ai dit en soupirant « Si je quitte la maison, mes parents ne le verront même pas. Crois-moi, ils ne s'en soucieraient probablement même pas si je me faisais kidnapper. » Les yeux de Brian se levèrent pendant qu'il parlait. « Ça, c'est une super idée! Pourquoi ne pas simuler ton enlèvement? Mon frère et mes amis peuvent nous aider. Nous devons juste préparer un plan. » J'ai alors dit « Bon, je pense que nous devrions essayer. » Cet après-midi-là, nous sommes allés voir les amis de son frère chez lui, autour du pâté de maison. Ils se tenaient tous debout, autour du porche, en buvant et fumant. Ils ne ressemblent pas aux personnes que je fréquente habituellement. Ça me faisait un peu peur. J'ai alors demandé à Brian « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Il a alors répondu « Ne t'inquiète pas !» Puis il a demandé à un des gars « Est-ce que mon frère est dans le coin ?» Ils nous ont invités à l'intérieur de la maison, là où le frère de Brian nous attendait. Il a dit « Salut, je suis Ellie. » Et lui, c'est Alan. Il pointait son doigt vers un gars qui était assis pas loin. Nous avons croisé nos regards et j'ai rapidement regardé ailleurs car il me rendait nerveuse. Quoi qu'il en soit, Brian a expliqué son idée. Ellie a parlé à quelques-uns de ses amis et ils ont tous convenu que nous pouvions achever le plan. Tout ce qu'ils voulaient en retour, c'était 300 $. C'était tout l'argent que j'avais économisé. Mais j'ai décidé que s'ils pouvaient faire en sorte que mes parents commencent à me regarder, ça en vaudrait la peine. Ellie a dit « On se voit demain soir. » Et puis nous sommes partis. Le jour suivant, j'étais impatiente. Quand l'heure arriva enfin, j'étais si contente que tout s'est passé en un éclair. Nous étions tous assis autour de la table. Roy a été servi en premier et on lui a donné le meilleur de tout ce qu'il y avait. J'ai demandé « Puis-je avoir un peu plus de poulet ?» Ma mère a alors répondu « Non, Roy en voudrait peut-être encore. Arrête d'être égoïste. » Puis j'ai répondu « Mais il reste 4 morceaux !» Soudain, nous avons entendu quelque chose dans le salon. 4 hommes masqués armés sont entrés dans la salle à manger. « Que personne ne bouge !» cria l'un d'eux et j'ai reconnu sa voix comme étant celle d'Ellie. Ils ont attaché ma famille à leur chaise. Ma mère pleurait et mon petit frère criait. Mon père avait l'air en colère. Puis il a dit « Regardez, il suffit de prendre tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Mon argent est dans ma mallette là-bas, en la pointant du doigt. » Et il a ajouté « Nous avons beaucoup d'objets de valeur à l'étage. Mais ne nous faites pas de mal. » Je rigolais à l'intérieur de moi, mais je devais faire semblant d'avoir peur. Un des gars a alors dit d'un ton sévère « On va faire ce qu'on veut !» Ils m'ont sorti de ma chaise, m'ont attaché les mains ensemble et m'ont mis un sac en tissu sur le visage. J'ai crié « Maman, papa, aidez-moi !» Ma mère a continué à pleurer et mon père a continué à supplier pour qu'on soit épargnés. Ellie a alors crié à mes parents
Vous ne la reverrez plus jamais !» Ils m'ont traîné hors de la maison et m'ont poussé sur le siège arrière d'une voiture qui était garée à l'extérieur. Ils m'ont détaché les mains, ont enlevé le sac et ont tous commencé à rire. L'un d'eux a dit « C'était amusant, n'est-ce pas ?» Nous sommes alors partis et nous sommes garés devant la maison d'Ellie. Ellie a dit « Tu vas juste attendre ici et on va voir ce qui va se passer. » Quand je suis entrée, Brian attendait et parlait au mec qui m'a rendue nerveuse la veille. Brian a alors crié « Hé Sarah, comment ça s'est passé? Dis-moi tout !» Je me suis assise à côté d'eux et leur ai tout raconté. Tout le monde riait. Quelqu'un a mis la musique et nous avons commandé des pizzas. Je me sentais incroyable. J'étais ici pour passer le meilleur moment de ma vie pendant que mes parents étaient à la maison terrifiés par ce qui pourrait m'arriver. J'imaginais ma nouvelle vie à la maison. J'aurais mes parents à mes pieds. J'aurais enfin la reconnaissance que je méritais d'être une fille parfaite. Je pourrais faire ce que je voulais et ils me donneraient tout ce que je voulais. Plus important encore, ils me donneraient l'impression d'être aimée. Et si j'avais de la chance, peut-être qu'ils réaliseraient à quel point Roy était pourri et le mettraient en adoption. Durant la nuit, Alan et moi sommes devenus plus à l'aise les uns avec les autres. Brian s'est rendu compte de ce qui se passe et nous a donné un peu d'espace. Nous avons beaucoup parlé et j'en ai beaucoup appris sur lui. Il avait 17 ans et vivait seul avec sa sœur aînée. Ses parents ont déménagé quand ils étaient plus jeunes et il ne les a plus revus depuis. Il a dit « Tu sais, tu es l'une des plus jolies filles que je n'ai jamais vues. Je peux avoir ton numéro ?» J'ai alors répondu, alors que j'avais un peu le trac. Merci. Personne n'a jamais vraiment dit ça avant. Mais ma mère a pris mon téléphone. Je ne l'ai plus. » En rigolant, il a dit « Ils sont vraiment méchants, hein? Eh bien, c'est bon. J'en ai un dont je ne me sers pas. Je vais juste te le filer. » Il est allé dans une autre pièce et il est revenu avec un tout nouvel iPhone SE. Puis il a dit « Tiens, prends ça. C'est pour toi. » J'ai répondu « Waouh, c'est super cher et c'est tout neuf aussi. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi cher. » Il m'a ensuite demandé de m'asseoir et m'a expliqué que les personnes de valeur méritaient des choses de valeur. Il m'a finalement persuadée de l'accepter. Je ne le connaissais que depuis peu de temps, mais je me sentais tellement à l'aise avec lui. Et oui, peut-être que mon langage d'amour est celui des cadeaux. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là et je me suis réveillée avec un charmant petit déjeuner. Alan a dit « Bonjour ma belle, je ne suis pas rentrée chez moi hier soir parce que je ne voulais pas te laisser seule. Je t'ai regardé dormir, puis j'ai décidé de te préparer le petit déjeuner. J'espère que tu aimes. » Ellie dormait toujours dans sa chambre. Puis Alan ajouta « Je suis également allée au magasin pour te trouver quelques vêtements. J'ai remarqué que tu n'avais rien pour te changer et que tu devais attendre ici un jour de plus. Ne t'inquiète pas, je les ai déjà lavés pour qu'ils soient propres. » Je ne pouvais pas croire qu'une personne aussi gentille existait. Même si j'étais encore méfiante car je ne le connaissais pas très bien, j'ai pris le petit déjeuner, pris une douche et enfilé mes nouveaux vêtements. Après avoir parlé pendant un moment, Ellie est entrée dans la pièce et il a dit « Sarah, allume la télé, Brian vient de m'appeler pour me dire que ta famille est aux infos. » J'ai allumé la télé et ils étaient là. Ma mère avait l'air inquiète et mon père ressemblait à un chiot effrayé. Je pensais en souriant. Le journaliste a demandé « Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Ma mère a dit avant de fondre en larmes « 4 bandits sont entrés par effraction pendant que je dînais avec mon mari et mon fils. Ils nous ont crié dessus et nous ont attachés à nos chaises. J'avais tellement peur. Ils ont volé de l'argent, une télévision et la PlayStation de mon fils. Il a pleuré toute la journée parce que c'est son truc préféré. Nous étions terrifiés. Ils n'ont même pas détaché l'un d'entre nous avant de partir. Nous avons dû crier jusqu'à ce que les voisins nous entendent et viennent à notre secours. Mais nous sommes reconnaissants d'être toujours en vie et que nous ne soyons pas blessés. » Le journaliste a alors dit à mon père « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Il a dit « Je voudrais juste que les bandits comprennent que mon fils est très triste en ce moment. Vous avez volé sa console préférée et maintenant il est dévasté. Vous devriez tous avoir honte de vous. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Non seulement il se moquait de moi, mais il mentait. Ellie et ses amis n'avaient rien volé. J'étais tellement en colère que j'ai éteint la télévision et j'ai couru dehors en pleurant. Mon plan avait produit l'effet inverse. Ils avaient l'impression de s'être enfin débarrassés de moi. Et c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Maintenant, ils pourraient avoir leur vie parfaite avec leur fils. Ils ne se souciaient même pas que j'avais disparu. Ils ne se souciaient pas du fait que j'aurais pu être blessée ou tuée. Je me suis assise dans l'herbe et j'ai mis ma tête dans mes mains. Au bout d'un moment, Alan est venu s'asseoir à mes côtés. « Hé, ne sois pas triste. Tu es génial. Et un jour, ils regretteront de t'avoir traité comme ça. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer avec moi et ma sœur ?» J'ai alors pensé, pourrais-je vraiment m'installer avec un inconnu? J'ai réalisé que cet étranger me traitait mieux que ma propre famille ne l'a jamais fait. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, j'ai emballé un sac d'importantes affaires et j'ai fait comprendre à mes parents ce que je pensais d'eux.
Je leur ai fait savoir qu'ils étaient les pires parents de l'univers et j'espérais qu'ils subiraient un jour les conséquences de leur horrible action. J'ai claqué la porte d'entrée en sortant et je n'ai jamais regardé en arrière. Oh, j'ai dit en soufflant. Ma vie est si nulle. J'ai roulé hors du lit et je suis descendue dans la salle à manger. Puis j'ai dit « Bonjour maman, bonjour papa ». Ils m'ont regardé en hochant de la tête sans dire un mot. Je me souviens qu'avant, ils étaient les parents les plus cool au monde. Ils rigolaient et parlaient de trucs drôles tout le temps. Puis Hélène a disparu et plus rien n'était comme avant. J'ai demandé en essayant de leur remonter le moral. Devrais-je faire quelques pancakes pour le petit déjeuner? Mon père a mis sa tête entre ses mains et les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle a dit « Hélène aimait les pancakes ». Puis elle a commencé à sangloter. Ça arrive à chaque fois. Presque tout leur faisait penser à elle et franchement, ça m'épuisait. Et vous avez une autre fille qui est juste en face de vous. Soyez un peu reconnaissant pour une fois. J'en ai marre et je suis fatiguée de tout ça. Ça fait déjà 10 ans. Si Hélène est en vie, elle a maintenant 27 ans. Et je suis sûre qu'elle ne pense pas à vous deux. J'ai foncé dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je savais qu'ils se sentaient encore plus mal après tout ce que j'ai dit. Mais ils devaient savoir que ce sont eux les parents et que finalement ils doivent tourner la page. La plupart du temps, je n'ai presque jamais quitté ma chambre. Mais rester seule peut aussi créer un autre problème, car j'ai toujours senti ce vide depuis que nous avons perdu Hélène. J'avais toujours des flashbacks du jour où nous l'avons perdue. J'avais seulement 6 ans, mais la plus énergique de la famille. Hélène hurlait « Eva, attends !» J'essayais de grimper la montagne plus vite que tout le monde. J'ai alors hurlé à mon tour. Non, j'avais hâte d'avoir ces vacances. Rattrape-moi si tu peux. Je vais arriver la première au sommet. Tout en marchant encore plus vite. Après quelques minutes, nous avons atteint une clairière et ma mère a dit en sortant la langue « Les enfants, je suis fatiguée. On peut s'arrêter un moment? Vous pourrez manger un peu ?» Nous avons accepté et nous nous sommes assises sur l'herbe. Hélène a dit en rigolant « Il y a des toilettes dans le coin ?» Et mon père a dit en plaisantant « La nature sont tes toilettes maintenant. » Hélène a alors répondu « Je reviens bientôt alors. » Puis elle est allée vers des buissons pas loin. Après 10 minutes, il nous semblait bizarre qu'elle ne soit pas encore revenue. Mes parents ont crié « Hélène ! Hélène !» Nous avons cherché partout, mais elle n'était nulle part. Et pendant 10 ans, personne n'a été capable de la retrouver. J'ai décidé d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort et de me remonter le moral en regardant quelques nouveaux gars sexy sur la nouvelle application de rencontre que j'étais en train d'essayer. Je ne pouvais pas trouver un petit ami dans mon lycée minable. J'ai donc pensé que ça méritait un essai. Seuls les geeks s'intéressaient à moi. Mais je voulais un mannequin. Je veux dire, qui n'en voudrait pas un? Il doit tout avoir. J'ai pensé, et celui-là a de grandes oreilles, et j'ai glissé mon doigt vers la gauche. Ce type ne montre pas ses dents, et s'il en avait plus, j'ai encore glissé vers la droite. Tout à coup, je suis tombée sur le gars le plus beau que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai pensé, Luc, tu n'es pas mal dans ton short de bain. Il a tout. Waouh, tout est parfait. J'ai posé mon portable un moment car je n'arrivais plus à respirer. Je l'ai de nouveau pris en main et je me suis dit « Eva, fais-le !» J'ai glissé mon doigt vers la droite et j'ai décidé de lui envoyer un message. J'ai envoyé un simple « bonjour » et après, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai posé mon portable sur la table de chevet et je me suis endormie. Le lendemain matin, j'ai terminé ma routine habituelle et j'ai pris mon portable au moment de quitter la maison. En le maintenant, j'ai réalisé que j'avais un message. J'ai ouvert l'application de rencontre et je ne pouvais pas en croire mes yeux. Luc avait répondu « Salut beauté !» Il a répondu et il pensait que j'étais belle. J'ai commencé à répondre, mais j'ai entendu ma mère crier pour me dire de me dépêcher, sinon j'allais arriver en retard en cours. Pendant la journée, je n'arrivais pas à me concentrer, sauf sur Luc. Nous nous sommes envoyés des messages jusqu'à ce que mes doigts soient sur le point de tomber. Il a alors demandé mon numéro et m'a dit qu'il allait m'appeler cette nuit-là. Plus tard, c'était encore plus difficile de se concentrer sur quelque chose. Je continuais à regarder mon portable en espérant qu'il se mette à sonner. Quand il s'est finalement mis à sonner, je l'ai laissé sonner pendant un moment pour qu'il ne pense pas que j'étais assise juste à côté à attendre pour son coup de fil. J'ai dit « Bonjour » et il a répondu « Bonjour beauté ». Et d'une manière ou d'une autre, la conversation a continué pendant 2 heures de plus. Nous avons parlé de tout. J'en ai appris davantage sur lui. Il avait 16 ans comme moi et il est allé dans un autre lycée du quartier. J'ai découvert que nous aimions pratiquement les mêmes choses et que nous avions les mêmes buts pour le futur. Tout comme moi, il voulait 2 chiens, une maison simple et une vie heureuse. Il était si mature et il semblait que sa personnalité était en plus belle que son physique. Après plusieurs semaines de conversation non-stop, il a finalement dit les mots magiques. « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai rougi. « Bien sûr. Où peut-on se voir ?» Et il a répondu « On peut se voir près de la fontaine au centre commercial. De là, on pensera quoi faire. » J'aime être spontanée. Je ne pouvais pas croire que bientôt mon amour virtuel allait devenir mon vrai amour.
J'ai vraiment espéré qu'il n'était pas un tueur en série ou un homme d'une 50aine d'années prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas. Le jour J, je suis arrivée sur place 20 minutes en avance pour être sûre que je pourrais m'enfuir si je change d'avis. J'étais nerveuse, je me suis donc assise à côté de la fontaine et j'ai commencé à me tourner les pouces. Après ce qui semblait n'être que 5 minutes, j'ai ressenti une tape sur mon épaule. « Bonjour beauté !» C'était Luc, il existait vraiment. Je me suis mise à rougir et me suis sentie timide comme si on ne s'était pas parlé pendant des semaines. Quelques blagues plus tard, et j'étais de nouveau moi-même. Nous avons décidé de sortir du centre commercial et de nous promener dans un parc pas loin de là. Nous avons trouvé un banc où nous nous sommes assis et puis nous avons parlé pendant des heures. Au moment pour moi de rentrer, il m'a pris la main et l'a embrassée. Mon esprit s'est vidé et je l'ai pris dans mes bras. Je voulais que le temps s'arrête. Je tombais vraiment amoureuse de ce gars et j'étais à moitié soulagée et à moitié effrayée. Nos rencarts sont devenus plus fréquents. Après 2 mois, il m'a finalement demandé d'être sa petite amie et j'ai accepté immédiatement. J'étais folle amoureuse. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme une petite amie moche. Je me considérais comme étant dans la moyenne et je n'étais pas sûre de ce que Luc voyait en moi. Je n'avais jamais eu de petit ami avant et j'étais certaine que je ne voulais pas perdre celui-là. J'étais également assez déçue qu'il ne m'ait jamais dit qu'il m'aimait. Un soir, quand j'étais assise devant mon ordinateur, j'ai décidé de rechercher des astuces sur YouTube de comment être une meilleure petite amie. Je suis restée assise pendant des heures à regarder des vidéos encore et encore, mais le seul message qui restait dans ma tête était « Pimentez votre relation en surprenant votre homme. Faites quelque chose de nouveau pour le garder intéressé. » Qu'est-ce que je pouvais faire pour surprendre Luc ou pour faire qu'il m'aime? J'ai décidé d'aller le surprendre en allant chez lui le lendemain avec sa nourriture préférée, du poulet sucré et épicé du restaurant chinois du centre-ville. Le lendemain, il m'a appelé dans la matinée. Je sais que l'on s'est vu hier, mais tu me manques déjà. Est-ce que tu veux venir chez moi ce soir? Oh, tu me manques aussi, chérie, mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je pense que je couvre quelque chose. Il a alors dit « Oh non, j'espère que ça va aller mieux rapidement. Tu as besoin de quelque chose ?» Et j'ai répondu « Non, ça va aller. Je suis sûre que ça ira mieux demain. » Ce soir-là, vers 18h, je lui ai dit que j'allais dormir tôt car je me sentais toujours mal. Après avoir accroché, je me suis mise à rire et je suis partie vers le restaurant. Après avoir acheté la nourriture, j'ai décidé de marcher jusqu'à sa maison car ce n'était pas très loin. J'étais assez impatiente de voir sa tête. Je pensais, il va être si surpris et super content. Peut-être il va me dire qu'il m'aime. Je me suis rapprochée de chez lui. J'ai monté quelques marches jusqu'à devant sa porte et avant de sonner, j'ai regardé à travers la fenêtre. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Luc était assis sur le canapé et en train d'embrasser une autre femme. J'étais figée et mon cœur était brisé. Il y avait ici mon petit ami, le seul garçon que je n'ai jamais aimé, dans les bras d'une autre. Comment a-t-il osé me faire ça? Je pensais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée rapidement et je suis rentrée chez moi. Je devais en savoir plus sur leur relation. Je voulais savoir qui était cette femme et depuis combien de temps ils se voyaient. Une fois à la maison, je lui ai envoyé un message comme si de rien n'était et j'ai essayé de ne pas pleurer pour m'endormir rapidement. Le lendemain, je me suis levée et je lui ai demandé si nous pouvions nous voir à notre endroit préféré cet après-midi. Il a accepté. Mon plan était de trouver un moyen de voir les messages sur mon portable et d'en savoir plus sur elle et depuis combien de temps ils se voyaient. Je n'ai pas pu rester concentrée de la journée car tout ce dont je pouvais penser était qu'il m'avait brisé le cœur. Finalement, le moment de voir Luc est arrivé. Je suis arrivée à notre point de rendez-vous et il était déjà là. Il était debout et il m'a embrassée sur la joue. Il a dit « Salut ma magnifique petite amie, tu m'as tellement manqué hier !» Et j'ai répondu en étant sarcastique. « Vraiment ?» Il a alors dit « Il y a un problème ?» J'ai répondu « Non, j'ai juste un peu mal au ventre. Tu ne te souviens pas que je ne me sentais pas bien hier ?» Il a répondu « Ah oui !» Puis j'ai demandé « Tu as fait quoi la nuit dernière ?» Et il a répondu en bégayant « La nuit dernière? Qu'est-ce que tu insinues ?» J'ai alors répondu « Qu'est-ce que tu as fait? C'est une question normale entre couples. Tu vas bien ?» Il a répondu « Oh !» et s'est mis à rire. Puis il a ajouté « J'ai juste regardé un film avec mes parents, Jumanji. Un film très drôle. » Je pensais « Ah, menteur !» Mais je gardais mon sang-froid. Pendant que je regardais son portable qui était retourné sur la table. J'ai dit en mentant « Hé, je pense que la fille là-bas t'appelle. » Il s'est levé sans prendre son portable. Je l'ai pris rapidement et je me suis éloignée, en espérant qu'il pense que quelqu'un d'autre l'a volé. Maintenant, j'allais avoir tout mon temps pour regarder tous ces messages. Je suis rentrée chez moi, courue dans ma chambre et j'ai commencé mes investigations. Heureusement, il n'avait aucun mot de passe et je pouvais commencer tout de suite. J'ai ouvert WhatsApp, mais tout avait déjà été effacé. J'ai vérifié son historique d'appels, mais tout avait été effacé aussi. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai décidé de vérifier e-message. Bingo! Tout en haut, il y avait quelqu'un avec le nom de Tante E. Je ne pouvais pas l'ouvrir car ça ne semblait pas suspect, mais c'est arrivé par accident.
et surprise. Cette conversation était remplie de cœurs, baisers et les mots les plus doux qu'il ne m'a jamais dit. J'étais perplexe. Était-ce la femme que j'avais vue avec lui? Pourquoi l'appelle-t-il sa tante? Dans son dernier message, elle a écrit « À demain soir ». J'ai pensé « C'est aujourd'hui ». J'ai alors décidé d'aller chez lui pour les confronter. Après que la nuit soit tombée, il était facile de sortir de chez moi. Car, comme je l'ai mentionné avant, mes parents ne se préoccupent pas de moi. Je suis arrivée devant chez lui et je suis entrée par la porte d'entrée. Il était là, assis confortablement à côté de cette sorcière. Et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Luc, je pensais que tu m'aimais et maintenant tu sors avec ta tante? Dis-moi que c'est qu'un simple surnom. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» J'ai continué à hurler en le regardant sans porter attention à cette femme. Je lui ai jeté son téléphone qui s'est cassé. Il a dit « Attends Eva, je peux tout expliquer. Hélène est ma tante, mais nous sommes amoureux depuis que nous sommes jeunes. Je n'ai jamais vraiment compris comment l'expliquer aux autres. » Ça m'a glacé le sang. Hélène? J'ai regardé cette femme. Elle avait quelques traits qui ressemblaient à ceux de ma sœur, mais je n'étais pas sûre jusqu'à ce qu'elle commence à parler. La femme a alors dit « Eva, je suis désolée, je ne savais pas qu'il voyait quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas que c'était toi, ma chère sœur. » Et elle a ajouté « J'aime Luc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai disparu. Je me suis enfuie, car je savais que personne ne comprendrait notre relation. Je ne peux pas croire qu'il m'a trompée. » J'ai dit « Tu es vraiment Hélène? Mais tu es bien trop vieille pour Luc. Il n'a que 16 ans. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça? » Luc a alors dit en soupirant « Je suis désolée pour tout, Eva. Je n'étais pas honnête. J'ai 27 ans. » Hélène a alors dit en hurlant « Tu lui as menti ?» Et elle a continué calmement « Eva, je suis tellement désolée. » Voilà, Hélène est finalement réapparue et après avoir gâché ma vie, en disparaissant, elle a gâché encore ma vie en volant mon petit ami. Un homme bien plus âgé qui apparemment était aussi mon neveu. Mais ça, c'est une autre histoire. Ma famille m'a fait croire qu'ils étaient morts pour me donner une leçon. Je suppose que je l'ai mérité. Mais avant d'oublier, parce que ça va devenir vraiment croustillant, appuyez sur le bouton j'aime. C'est tout. Je n'étais pas exactement l'ange que mes parents voulaient que je sois en grandissant. Ils avaient toujours voulu un enfant et quand ils ont finalement réussi à m'avoir, je n'étais probablement pas ce qu'ils attendaient de moi. Je suis devenu un petit garçon capricieux et gâté. Oui, je l'admets, je n'étais pas un enfant sage, en aucun cas. J'étais tout le contraire. Quoi que mes parents me disaient de faire, je faisais le contraire. Une fois, ils m'ont dit de nettoyer ma chambre. Les tapis et le lit étaient tachés de déchets, de vieilles chaussettes et de quelque chose qui sentait bizarrement les œufs pourris. J'ai dû admettre qu'il fallait un bon nettoyage, mais je n'allais pas le faire. J'ai donc laissé le désordre s'installer pour quelques jours encore. La prochaine fois que mes parents ont vérifié la chambre, le tas de déchets était encore plus gros. Mais mes parents n'étaient pas non plus parfaits. Parfois, leur punition pouvait être vraiment injuste. Comme la fois où j'ai fait une blague inoffensive à mes voisins et qui m'ont puni pendant 1 mois. Tout ce que j'ai fait, c'est de lancer un ballon d'eau et il s'est posé sur la petite fille qui se trouvait là. Et ce n'était pas comme une fausse punition, comme le font la plupart des parents, où ils me laisseraient sortir tant que je promets d'être sage. Ils m'ont littéralement puni pendant 1 mois, soit 30 jours complets. Le temps que ma peine se termine, je voulais revoir mes amis à tout prix. Donc, en d'autres termes, nous n'étions pas la famille heureuse typique. Nous avions nos problèmes. J'étais vilain, oui, j'ai compris. Oui, avec le recul, je suis choqué de voir à quel point j'étais insolent. Je volais dans les épiceries, je criais sur mes parents en public. Je cassais des choses, je fracassais des objets en me mettant en colère. Mais la seule raison, ce sont mes parents. Ils ne faisaient presque pas attention à moi. Ils avaient tous les deux un travail très prenant et ne semblaient jamais trouver le temps de rester avec moi. Ils me laissaient toujours avec des babysitters, laissez-les s'occuper du fils à problème. Bien sûr, après toutes mes mauvaises blagues et bêtises, nos babysitters n'ont pas duré longtemps. « Pourquoi ne peux-tu pas te comporter correctement, James ?» mes parents me demandaient. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je voulais juste avoir de l'attention. Mais bien sûr, je ne leur ai pas dit ça. D'habitude, je me contentais de froncer les sourcils en claquant la porte de ma chambre. « Un jour, tu vas regretter ton comportement », me criait mon père à travers la porte. « Je te déteste !» ai-je crié. Mes parents se sont tus et sont partis au travail. Le lendemain, je suis sorti avec mes amis pour aller voir un film au cinéma. En quittant la maison, je n'ai pas vu mes parents, mais je pensais qu'ils étaient déjà partis au travail. Ce n'était rien de nouveau. Parfois, ils ne rentraient même pas le soir, leur travail étant si prenant. Après le film, je suis rentré à la maison pour le déjeuner. Toujours pas de parents.
Je me suis fait un sandwich et alors que je regardais par la fenêtre de la cuisine, me demandant où ils étaient, j'ai senti ma mâchoire se décrocher. Leur voiture était dans l'allée. Ils étaient dans la maison. Mais où étaient-ils alors? J'ai décidé de ne pas trop m'en soucier. Ils étaient probablement chez un voisin, en train de discuter ou quelque chose comme ça. J'ai mangé mon sandwich tout en gardant un œil sur l'extérieur pour pouvoir les repérer à l'entrée. Mais quelques heures plus tard, il n'y avait toujours pas de signe d'eux. Je commençais à m'inquiéter. J'ai cherché partout. Leur chambre, le garage, le grenier, mais il n'y avait toujours aucun signe d'eux. Alors que je vérifiais dans la cuisine pour la millième fois, semble-t-il, j'ai repéré quelque chose sur la porte du réfrigérateur. Une note, apparemment griffonnée en vitesse. Je ne l'avais pas remarquée avant. Je me suis empressé de la lire en l'arrachant du réfrigérateur. Elle disait « On a kidnappé tes parents. Donne-nous $1 million et tu les reverras peut-être. » Mes mains se sont mises à trembler. Ma vision s'est mise à devenir trouble et je n'arrivais même pas à penser correctement. Ce n'était pas réel. Ce devait être un rêve. Ce n'était pas possible que cela se produise. C'est le genre de choses qui arrivent dans les films, pas dans la vraie vie. Je me suis pincé plusieurs fois, mais je ne me suis pas réveillé. La peur courait dans mes veines. C'était réel. Mes parents avaient été kidnappés. Je suis resté là, paralysé, sans savoir quoi faire. Dois-je appeler les flics? Demander de l'aide aux voisins? Où pourrais-je trouver $1 million? Alors que ces pensées me traversaient l'esprit, j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone et de composer le 911. L'opérateur a répondu, me demandant ce qui n'allait pas. Je n'arrivais pas à croire ce que j'allais dire. Mes parents ont été kidnappés, ai chuchoté d'une voix tremblante. Le coordinateur m'a dit que quelqu'un était en route et de ne pas bouger. J'étais encore sous le choc, alors je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Quand la police est arrivée, elle m'a posé un tas de questions. Est-ce que je connaissais quelqu'un qui pourrait vouloir leur faire du mal? Est-ce que mes parents avaient des ennemis? Quand les ai-je vus la dernière fois? J'ai répondu à leurs questions dans un état de stupeur. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mes parents avaient été kidnappés. Ils étaient en danger à ce moment précis. Et la dernière chose que je leur avais dite, c'est que je les détestais. Je me sentais tellement coupable. J'avais l'impression que c'était ma faute. Peut-être que si je n'avais pas été aussi grossier, ils seraient restés à la maison. Peut-être que si j'avais été avec eux, le kidnappeur n'aurait pas essayé de les kidnapper. Toutes ces possibilités ont aggravé ma culpabilité. Alors que j'étais assis dans la cuisine, la police fourmillait dans notre maison. Je ne pouvais rien y faire. J'ai commencé à pleurer. Des larmes sont tombées sans retenue de mon visage. Je voulais que ma mère revienne. Je voulais que mon père revienne. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où dormir. Alors, une femme de la police m'a dit que je pouvais dormir au poste. J'y suis allé à bord de la voiture de police avec seulement quelques-unes de mes affaires. Ils m'ont emmené dans cette petite chambre avec un lit étroit contre le mur, un petit bureau et une chaise. Pour l'instant, c'était ma maison. La police était si mystérieuse que j'ai exigé qu'elle réponde à certaines de mes questions. Ils m'ont dit qu'ils le feraient et m'ont montré une autre pièce. Quand je suis rentré, elle ressemblait à celle qu'ils utilisaient pour interroger les criminels. Il y avait un miroir sans teint et tout. Ça m'a rendu très nerveux pour une raison quelconque. Le policier m'a demandé de m'asseoir, puis il s'est mis en face de moi. « Alors, que veux-tu savoir ?» me demanda-t-il. « Que faites-vous pour les trouver ?» ai-je demandé nerveusement. Il a soupiré. « Eh bien, on vérifie votre maison pour les empreintes digitales, mais je ne peux rien garantir. »« Est-ce que mes parents vont bien ?»« On ne sait pas. »« Mais vous allez les trouver, n'est-ce pas ?»« Eh bien, James, nous n'en avons aucune idée. Ce sont des gens sérieux. Ce ne sera pas facile. Laisse-moi te dire ça. »« Et pour l'argent, où puis-je trouver $1 million ?»« Je ne sais pas. »« Bon, mais qu'est-ce que vous savez ?» ai-je craqué. Le policier a froncé les sourcils. Ce que je sais, c'est qu'il pourrait être très difficile de les récupérer. Je ne peux pas garantir que nous les trouverons. Le kidnapping est une affaire délicate. Je dois vous dire que si nous ne les trouverons pas dans une semaine, ils pourraient bien être déjà morts. J'ai ouvert la bouche en état de choc. Quoi? Le policier a fait un signe de tête. Vous devriez vous préparer. Mes parents pourraient être morts? J'ai murmuré avec une lèvre tremblante. Il acquiesça à nouveau. J'ai commencé à respirer avec de fortes inspirations. Cela ne pouvait pas arriver. Mes parents ne pouvaient pas mourir. Vraiment? Tout cela relève d'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Je devais y faire face. Mes parents pourraient être morts. Tout est de ma faute, ai-je marmonné. Qu'est-ce que tu dis? A-t-il demandé. Tout cela est de ma faute, ai-je répété. Puis je me suis effondré. J'ai pleuré fort en sanglotant, des larmes coulant sur mes joues. Je me suis effondré sur la table, la tête dans mes bras, en pleurant mes parents.
La police était étrangement silencieuse. Elle me regardait pleurer. Puis il m'a demandé: « Vous êtes désolé d'avoir été si irrespectueux ?» J'ai levé la tête. « Bien sûr que je le suis, » ai-je répondu. L'officier de police m'a demandé ce que je ferais si je pouvais parler à mes parents maintenant. J'ai dit que je m'excuserais et que je leur dirais qu'ils me manquaient et que je les aimais et que je ne serais plus jamais irrespectueux. Le policier a hoché la tête, apparemment satisfait de ma réponse. À ce moment, quelqu'un a frappé à la porte. « Entrez !» lance le policier. « Je pense qu'il a appris sa leçon. » J'ai froncé les sourcils dans la confusion, mais mon visage a alors éclaté de soulagement lorsque mes parents sont entrés directement dans la pièce. Ils étaient vivants. J'ai crié, je me suis précipité vers eux et je les ai écrasés dans mes bras. Je leur ai murmuré des excuses et les ai suppliés de me pardonner. Et ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont dit que bien sûr ils le feraient. Puis mon père a tendu la main pour serrer la celle du policier. « Merci pour votre aide, » a-t-il dit. « Pas de souci, cela devrait lui permettre de vous traiter correctement, » a répondu le policier. J'ai jeté un coup d'œil complètement perdu. « Quoi ?» Ma mère m'a souri tristement. Ce n'était pas réel, mon cœur. On n'a pas vraiment été kidnappés. Ma bouche s'est ouverte. « Quoi ? On devait te donner une leçon, » a dit papa. « Un tel comportement ne peut être toléré. » J'ai reculé. « Alors vous m'avez piégé ?» Mon père a fait un signe de tête rapide. C'était pour ton bien. Je n'arrivais pas à y croire. C'était une plaisanterie. Pour que je me comporte bien ? Comment ont-ils pu ? Ils m'ont trahi, ils m'ont humilié, je ne pouvais pas leur faire confiance. Jamais. « James !» ma mère a commencé, mais je lui ai coupé la parole. « Non, je ne pourrai jamais te faire confiance ? Comment as-tu pu me faire ça ? Tu sais à quel point j'étais inquiet ?» « Il fallait le faire, » a dit papa. « Non, ça ne devait pas être fait, » ai-je répliqué. « Vous allez trop loin. » Je ne leur ai pas parlé après cela. Nous sommes rentrés à la maison. Le trajet en voiture a été complètement silencieux. Mes parents me regardaient depuis le siège avant, mais je les ignorais. J'étais vraiment furieux. Ils avaient dépassé les limites. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre en claquant la porte d'un coup sec. J'entendais mes parents parler dans leur chambre, évidemment de moi. Je n'arrivais pas à y croire. Comment mes propres parents pouvaient-ils me faire ça ? « Dîner !» j'ai entendu ma mère appeler. J'étais toujours ennuyé, mais je mourais de faim. Alors j'ai descendu les escaliers à contre-cœur. Quand je suis entré dans la cuisine, ils étaient tous deux assis à table et m'attendaient. « Viens, assieds-toi, James, » a dit ma mère. Je me suis retourné en m'asseyant le plus loin possible d'eux. J'ai commencé à prendre le repas, des légumes cuits à la vapeur avec du poulet rôti, en colère. Je sentais mes parents se regarder avec des regards inquiets, mais ils ne pouvaient rien obtenir de moi. J'avais décidé à ce moment-là que j'allais ignorer mes parents pour le reste de ma vie. Dans mon esprit, ils le méritaient. Bien sûr, en regardant en arrière maintenant, je me rends compte qu'ils essayaient juste de me donner une leçon, pour me prouver que je les aimais et que je ne voulais pas leur faire de mal. Mais tout de même, c'était une punition assez sévère, juste pour un adolescent difficile. C'était le genre de choses qui pouvait traumatiser un enfant. Tout à coup, ma mère s'est mise à tousser bruyamment. Elle a levé une main sur sa gorge, semblant s'étouffer avec un morceau de nourriture. D'après les bruits qu'elle faisait, on aurait dit que quelque chose s'était logé dans ses voies respiratoires. « Oh mon Dieu !» criait papa. « Elle s'étouffe !» Je l'ai regardé en silence. C'était un autre piège, je le savais, et je ne tomberais pas dans le piège à nouveau. Maman jouait vraiment bien la comédie. Je me suis adressé à elle. « Tu peux arrêter de jouer à la comédie maintenant, maman. Je sais que c'est faux. » Elle n'arrêtait pas de hoqueter, son visage devenait rouge. « Ce n'est pas un numéro, James !» criait mon père. J'étais hésitant, mais j'ai réalisé qu'il avait raison. Ma mère s'étouffait vraiment. Ses yeux étaient gonflés dans leur orbite et son visage avait la couleur d'une tomate. J'ai bondi, j'ai plongé par-dessus la table et je me suis précipité vers elle. À l'école, nous avions une formation au premier secours tous les vendredis. En classe, j'étais toujours tellement ennuyé que je marmonnais que cela ne servait à rien. Ils nous ont appris à faire un massage cardiaque et à exécuter la manœuvre de Heimlich. J'ai toujours pensé que c'était si bête. Quand est-ce que je l'utiliserais ? Mais j'étais content de l'avoir appris. J'ai enroulé mes bras autour de la poitrine de ma mère en forçant une pression sur son corps jusqu'à ce que, heureusement, un morceau de carotte s'échappe de sa bouche. Ma mère s'est penchée et a respiré bruyamment. Mon père est resté là, complètement choqué. « Maman, tu vas bien ?» ai-je demandé sans me rendre compte que je pleurais. « Oh oui !» Elle s'en est sortie difficilement. Puis, elle s'est agrippée à moi et m'a serré contre elle. Elle m'a dit qu'elle était désolée et que j'avais raison, qu'ils étaient allés trop loin. Elle voulait juste que je l'aime et que je la respecte. Ensuite, je me suis mise à pleurer.
à m'excuser et à leur dire que je les aimais. J'ai promis que j'essaierais de bien me comporter. Je ne voulais pas les blesser à nouveau. Mon père nous a rejoints et nous nous sommes serrés les uns contre les autres. Nous étions à nouveau une famille heureuse. Mes parents avaient simulé leur kidnapping pour me donner une leçon. Et je suppose qu'à la fin, nous en avons tous appris une. Je crois que mes parents ont vendu ma sœur pour 1 million de dollars. Mais attendez avant de commencer la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Essayons d'atteindre les 50 000 likes pour avoir une grosse surprise sur la chaîne. Laissez-moi commencer au début. Quand j'étais petite, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Bien sûr, nous avions de quoi survivre, mais nous n'étions pas du tout bien lotis. Certains soirs, tout ce que nous avions à manger était des macaronis au fromage en sachet. Et d'autres fois, nous n'avions que du pain rassis avec un peu de beurre de cacahuète dessus. Nous vivions dans une petite maison. Nous vivions tous les 4 dans ce petit espace. Mes parents, ma sœur et moi. Et nous ne nous entendions pas très bien. Ma sœur Jessica avait 4 ans de plus que moi. Elle était assez méchante avec nos parents aussi. Et elle leur criait toujours dessus, cassait toujours des choses avec son très mauvais caractère. Un jour, elle a attrapé ce joli vase que ma mère venait juste d'acheter. Il était décoré de jolies fleurs roses et bleues. Et puis, elle l'a jeté de l'autre côté de la pièce de colère, la brisant en 1000 morceaux. Elle l'a jeté parce qu'elle était en colère contre notre mère qui ne voulait pas la laisser aller à une fête ce soir-là. Moi, j'étais calme la plupart du temps. Je me mêlais de mes affaires et j'essayais toujours de rester en dehors du chemin de Jessica. Nous devions partager notre chambre. Et bien sûr, elle s'appropriait tout le lit, elle me forçait à dormir par terre, sur un minuscule bout de couverture. Je me plaignais à mes parents, leur disant à quel point c'était injuste, mais ils ne pouvaient rien faire. Je pense qu'ils avaient peur de Jessica. Elle était plus grande qu'eux, même quand elle était adolescente, et elle pourrait leur faire du mal si elle le voulait. Jessica était pour ainsi dire la chef à la maison. Il y a eu une autre fois où j'ai accidentellement renversé du soda sur Jessica. J'étais dans la cuisine, mon verre à la main, quand Jessica a fait éruption dans la pièce et a foncé sur moi. Le verre de soda s'est envolé et a atterri sur Jessica. J'étais pétrifiée. Dans ses yeux, je n'ai vu que de la rage. Je jure que j'ai vu une lueur rouge passer devant son regard. Elle m'a couru après. Nous crions toutes les deux, moi de peur et elle de colère, jusqu'à ce qu'elle m'attrape et me frappe au visage. Je me suis mise à pleurer et mes parents sont arrivés en demandant ce qui se passait. Jessica m'a lancé un regard noir du coin de l'œil, avec un message clair. Si tu leur dis ce qui s'est passé, tu es morte. J'ai secoué la tête et j'ai dit à mes parents que j'avais trébuché et que j'étais tombée. Ils m'ont cru, mais Jessica m'a quand même lancé un regard menaçant ensuite. Ma sœur était épouvantable. Je crois vraiment que c'était les pires années de ma vie. Chaque jour était un cauchemar, à essayer de survivre au tempérament de feu de Jessica. Mes parents étaient gentils, mais ils étaient faibles face à Jessica, et elle obtenait tout ce qu'elle voulait, ou du moins tout ce que nous pouvions nous offrir. Mais ensuite quelque chose a changé. Progressivement au début, avant que toute ma vie ne change du tout au tout. Nous avons commencé par avoir de meilleures provisions. Ma mère rentrait des courses, parfois en souriant, et des sacs étaient remplis de légumes frais, de viande et de produits sains. Elle a même acheté pour elle et mon père une bouteille de ce vin très élégant. J'étais très confuse. Ni l'un ni l'autre n'avait trouvé un nouveau travail. Comment pouvaient-ils se payer toutes ces choses chères? Mais je n'y prêtais pas trop attention. J'étais juste contente d'avoir de la nourriture plus saine et plus appétissante. Quelques semaines après ça, mes parents ont acheté une nouvelle voiture. C'était cette Honda rouge aux lignes racées, 6 places et avec des écrans à l'intérieur. Je n'arrivais pas à y croire. Ça avait dû coûter une fortune. D'où venait tout cet argent? Un jour, j'ai demandé à ma mère, mais elle a simplement ri en disant que nous avions l'argent, alors je n'avais pas à m'inquiéter pour ça. Mais j'étais toujours perplexe. Jessica adorait ce changement de vie. Elle adorait l'argent qui semblait tomber du ciel. Mes parents lui achetaient de nouveaux habits, des bijoux et du maquillage. J'ai eu des nouveaux jouets et des nouveaux vêtements. Et j'ai même eu une console de jeu. C'était incroyable. J'ai arrêté de poser des questions à ma mère à propos de l'argent. Si elle disait que tout allait bien, alors tout allait bien. Mais un matin, je me suis réveillée et à la table du petit déjeuner, une place était vacante. Jessica n'était pas levée. Mes parents ont commencé à manger sans même dire un mot. N'avaient-ils pas remarqué que Jessica n'était pas encore levée? Ce serait impoli de se mettre à manger. Mais ils ont tout de même pris leur petit déjeuner et aussi terrifiés de Jessica que je l'étais, je n'ai rien dit non plus. Puis il était presque midi et Jessica n'était toujours pas là. Je ne m'étais pas approchée de notre chambre car parfois Jessica s'énervait si je la réveillais. C'était le week-end, alors c'était compréhensible qu'elle fasse la grasse matinée. Mais les heures passaient et mes parents ont commencé à préparer le dîner et je commençais à m'inquiéter. « Où est Jessica ?» Ils ont échangé un regard étrange, puis ma mère a parlé. « Ne t'inquiète pas pour elle, elle va bien. »« Elle est malade ?»
demandé préoccupée. Mon père a secoué la tête avec un petit rire. « Non, elle n'est pas malade. » Je les ai regardés tous les deux d'un air perplexe. « Que s'est-il passé ?»« Ne t'inquiète pas, » a dit ma mère pour que je me taise. « Mange ton assiette. » J'avais l'habitude d'obéir et de ne rien dire, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé mon assiette, un steak avec des frites, et suis allée me coucher. En ouvrant doucement la porte, je m'attendais à voir dans le lit la silhouette de Jessica endormie. Mais elle n'était pas là. C'était complètement vide. J'ai laissé échapper un cri de surprise. Je suis allée voir mes parents en courant, totalement paniquée. « Jessica est partie !» me suis-je exclamée. Ma mère m'a regardée imperturbable. « Jessica va juste passer un peu de temps loin d'ici. »« Quoi? Où est Jessica ?» Elle est mieux là où elle est. Mes yeux se sont écarquillés à ces mots. Mais il m'a touché le bras dans un geste consolateur. « Non, pas dans ce sens-là, » a-t-il dit. « Jessica va bien. C'est juste qu'elle va passer quelques jours ailleurs. Mais tu devrais te réjouir. Tu as la chambre pour toi toute seule. » J'ai lentement hoché la tête. « Mais où est-elle » Ma mère a froncé les sourcils. « Arrête avec tes questions. Va te coucher. »« Mais... » ai-je commencé avant que mon père ne m'interrompe. « Écoute ta mère, » a-t-il dit. J'ai baissé les yeux, déconfite, et j'ai traîné les pieds vers ma chambre. Le lit était toujours vide. Je pouvais dormir dedans cette nuit. Je me suis glissée sous les couvertures. C'était si confortable. Je pourrais peut-être m'habituer à l'absence temporaire de Jessica. Je n'avais jamais aussi bien dormi que cette nuit-là. Mes parents ont dit que Jessica ne serait partie que quelques jours, mais ensuite, la première semaine est passée. Et toujours pas de Jessica. Puis 2 semaines, puis 1 mois. Je détestais l'admettre, mais Jessica me manquait. J'ai de nouveau demandé à mes parents où était Jessica, mais ils m'ont juste dit de me taire. Et pendant ce temps, de plus en plus d'argent semblait nous tomber dessus. Nous avons eu une nouvelle télé, nous avons eu de nouveaux électroménagers. J'ai vu ma mère se pavaner avec un collier de diamants. Mon père avait une montre Rolex. J'ai même eu un nouveau téléphone, le dernier modèle. Et Jessica n'était toujours pas là. J'ai commencé à avoir des soupçons. « Quand va revenir Jessica ?» ai-je demandé. Mes parents me regardaient d'un air ahuri et me demandaient d'arrêter de poser des questions. J'avais l'impression d'être la seule personne saine d'esprit dans cette famille. Ils agissaient comme si l'absence de Jessica ne signifiait rien, comme si elle n'était même pas leur fille, ni même ma sœur. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. Et puis, un jour, quand je cherchais mon téléphone dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Une lettre adressée à mes parents a été cachée sous leur lit. Je l'ai ouverte et j'avais le souffle coupé par chaque ligne que je lisais. Voici ce qui était écrit. « Chère Madame et Monsieur Anderson, merci de votre coopération. Nous nous occuperons bien de Jessica. Nous l'envoyer était une sage décision. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Elle s'en sortira très bien. Je vous conseille également de ne rien dire de ceci à votre autre fille. Cela vaut mieux. Et félicitations pour l'argent. J'espère que cela vous fait plaisir. Cordialement, Steven Smith. » J'étais sous le choc. J'étais littéralement paralysée. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de lire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Où était Jessica? Qui était Steven Smith? Je ne savais pas quoi penser. Mais ensuite, j'ai commencé à faire le rapprochement. L'argent! Et les achats soudains de choses coûteuses. D'où est-ce que ça venait? Je savais que mes parents avaient toujours de faibles revenus. L'argent ne tombait pas du ciel. Ça devait venir de quelque part. Et j'avais le sentiment que ça avait quelque chose à voir avec Jessica et avec cette lettre. Et j'ai continué à chercher sous le lit, regardant tous les petits bouts de papier. Tout ce que j'ai trouvé était un tas de reçus et de courtes lettres de personnes inconnues. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose, une enveloppe cachée en dessous de la pile. Elle était dorée et il y avait une écriture chic dessus. Je l'ai ouverte et j'ai sorti la carte qu'elle contenait. Dessus, il y avait un chèque d'1 million de dollars au nom de mes parents, financé par Steven Smith. C'est là que j'ai compris. Ils l'ont vendu. Ils ont vendu Jessica pour l'argent. Jessica était tout le temps méchante avec eux et elle se comportait toujours mal. Ils auraient sûrement été ravis de la vendre. Je ne connaissais pas grand-chose sur le trafic d'enfants, mais ils l'avaient probablement vendue pour qu'elle travaille ou quelque chose comme ça. Et elle passerait toutes ses journées à travailler sans relâche. Comment pouvait-il faire quelque chose comme ça? C'est vrai que Jessica était difficile parfois, mais ça ne voulait pas dire qu'ils avaient le droit de la vendre. Alors que j'étais toujours en train d'essayer d'assimiler cette découverte impensable, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi et mes parents se tenaient dans l'encadrement de la porte, leur silhouette se dessinant dans la lumière extérieure. Ils m'ont regardé, choqués, ont vu la lettre dans mes mains et le chèque d'1 million de dollars. Leur visage s'est assombri. J'ai été saisie d'effroi, mais je me suis tout de suite levée d'un bond. « Vous avez vendu Jessica? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Ils n'ont rien dit. Ils se sont juste précipités vers moi et m'ont pris les papiers des mains. Je me suis reculée terrifiée. Ils ont regardé le chèque d'1 million de dollars d'un air avide. « Il n'y a rien !» Ai-je entendu ma mère murmurer. « Non, non, elle ne l'a pas déchiré », a répondu mon père. Je n'arrivais pas à croire.
Ce stupide chèque leur importait plus que leur propre fille. « Vous êtes d'horribles personnes, horribles !» leur ai-je hurlé. « Vous avez vendu Jessica juste pour un stupide chèque. Je vous déteste !» Ils m'ont regardé, stupéfaits par la colère dans mes yeux, et se sont lentement approchés de moi. « Chérie, ce n'est pas ça, » a dit ma mère. « Ah, alors vous l'avez échangé ou quoi ?» me suis-je écrié. « Ce n'est toujours pas une excuse. »« Nous n'avons pas vendu Jessica, chérie, » a dit calmement mon père. « Nous l'avons envoyée. » Je l'ai interrompu. « Oui, à Steven Smith, je sais tout. Vous avez vendu Jessica pour qu'elle fasse du travail forcé ou quelque chose comme ça. » Puis, à ma plus grande stupéfaction, mes parents se sont mis à rire. Je me suis reculée avec dégoût. « Comment osez-vous rire de ce genre de choses ?» les ai-je accusés. Ma mère a essuyé ses larmes de rire de ses joues. « Oh chérie, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. » J'ai froncé les sourcils. « Eh bien, si ce n'est pas ce qui s'est passé, où est Jessica ?» Mes parents ont échangé un regard, puis ont hoché la tête. Puis, ils m'ont tout expliqué. Il y a quelques mois, ils ont participé à cette loterie, qui était financée par ce milliardaire, Steven Smith. Il espérait aider les plus pauvres, et il a organisé une loterie gratuite pour ceux qui avaient à peine de quoi vivre. Ils ont participé, ne pensant jamais qu'ils gagneraient seulement pour essayer, et à leur plus grande surprise, ils ont gagné. Mais Steven Smith leur a dit que ça devait rester secret parce que d'autres personnes dans le quartier pourraient être jalouses. Ils ont gagné le $1 million et la vie était géniale. Mais Jessica était toujours méchante et indisciplinée. Ils craignaient qu'elle ne devienne une personne égoïste et impolie. Et c'est là que Steven Smith a proposé d'emmener Jessica. Pas dans un camp de travail, mais dans un centre de réhabilitation. Elle serait suivie par des professionnels pour apprendre la discipline et à être plus respectueuse envers les autres. Elle resterait là-bas 1 an. C'était le projet de Steven Smith. Mais c'était très cher. Mais comme mes parents avaient $1 million, ils pouvaient se le permettre. Et ils y ont envoyé Jessica pour son propre bien. Mais j'étais toujours confuse. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant ?» ai-je demandé. Ma mère a soupiré. « Steven Smith nous a dit qu'il valait mieux ne pas t'en parler. Tu aurais peut-être eu peur ou tu te serais inquiété et nous ne voulions pas t'imposer de telles pressions. Mais je comprends maintenant que c'était une mauvaise décision. Nous aurions dû t'en parler. Il y a bien longtemps. » « Nous sommes désolés, » a dit mon père. J'ai hoché la tête et éclaté en sanglots et nous nous sommes tous fait un câlin. « Quand verrons-nous Jessica ?» ai-je demandé. « Nous pouvons aller la voir demain si tu veux. » Le lendemain, nous avons roulé quelques heures avant d'arriver au centre de réhabilitation. Dès que nous sommes arrivés, Jessica est venue vers nous en courant. Elle nous a pris dans ses bras. J'étais sous le choc. Jessica ne m'avait jamais prise dans ses bras avant. « Vous m'avez manqué !» s'est écriée Jessica. Mes parents ont poussé un soupir de soulagement, et moi aussi. Jessica aussi m'avait manqué. Préparez vos pop-corns, abonnez-vous à notre chaîne et écrasez le bouton j'aime et attachez votre ceinture parce que la vidéo est sur le point de devenir folle. Mon père a disparu pendant des années et il est revenu avec une nouvelle famille. Vous vous demandez probablement comment tout ça s'est passé? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'était une expérience folle. Vous ne le croiriez probablement pas, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est vrai à 100%. J'ai grandi en tant que fille unique avec ma mère et mon père. Nous étions toujours heureux et nous rions toujours. Le dimanche, nous avions toujours une soirée jeu. Nous jouions au Monopoly, à Ludo et au Jenga. C'était tellement agréable. Avec ma mère, nous faisions des gâteaux. J'aimais vraiment faire de la pâtisserie. Et avec mon père, nous nous rendions en voiture jusqu'à un lac voisin et nous allions pêcher. Je n'étais pas une adolescente comme les autres. Je les aimais et les respectais tous les deux. Je voulais passer le plus de temps possible avec eux. J'ai donc été très choquée de voir mon père disparaître pour le retrouver dans une nouvelle famille. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, permettez-moi de revenir au moment où tout a commencé. Mon père travaillait pour cette société de marketing qui a beaucoup déménagé. Au lieu de nous obliger à déménager tous les 2 mois environ, mon père se rendait dans certains lieux pour effectuer son travail. Et un soir, il a eu une réunion à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il a pris sa voiture, nous a dit au revoir à ma mère et moi, et il est parti. Il est parti très tôt le matin, ce qui lui a laissé tout le temps nécessaire pour se rendre à la réunion, même s'il y avait de la circulation. Ma mère et moi n'y accordions pas beaucoup d'importance, il faisait sans cesse de longs trajets en voiture pour aller travailler. Mais quand la nuit est arrivée et que papa n'était toujours pas rentré, nous avons commencé à nous inquiéter. Nous pensions qu'il avait peut-être eu un accident ou quelque chose comme ça, ou qu'il s'était perdu. Il était toujours à l'heure à la maison. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Finalement, quand l'horloge a sonné minuit, nous avons décidé d'appeler la police. Ils ont vérifié la route sur laquelle il était passé, demandant aux passants s'ils avaient vu mon père. Mais personne n'avait rien remarqué. Il n'y a pas eu de rapport d'accident ni de rapport sur le véhicule de mon père. C'est comme s'il s'était volatilisé. Pendant ce temps, ma mère et moi, on commençait à angoisser.
Nous craignions qu'il ait pu être kidnappé ou pire, qu'il soit mort. Nous l'imaginions quelque part dans les bois, perdu, mourant de faim. Cette nuit-là, nous avons à peine dormi. Le lendemain matin, nous sommes immédiatement partis sur l'autoroute qu'il avait empruntée. Nous avons roulé jusqu'à son point de rencontre, mais il n'y avait toujours pas d'indice sur l'endroit de sa disparition. Sur le chemin du retour, nous traversions une ruelle étroite, coupant à travers une forêt, lorsque j'ai demandé à ma mère de s'arrêter. « J'ai besoin de faire pipi », lui ai-je dit. Elle a arrêté la voiture au bord de la route, et j'ai sauté dehors, me précipitant à la limite de la forêt. Mais ensuite, je me suis arrêtée. Il y avait quelque chose sur le sol. Un morceau de papier ou quelque chose comme ça. Je me suis penchée et je l'ai ramassé. Et j'ai crié « Maman, viens voir ça !»« Qu'est-ce que c'est ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai tendu le morceau de papier. « Regarde, c'est un reçu pour 2 bouteilles de jus d'orange. » Ma mère m'a regardée avec incrédulité. Je lui ai fait un signe de tête. C'était peut-être à papa. Vous voyez, mon père était un fanatique de jus d'orange. Il en buvait tous les jours, à pratiquement tous les repas. Il vivait, respirait et était affamé de jus d'orange. Ce n'est pas un hasard si, sur le chemin qu'il avait emprunté cette nuit-là, on a trouvé un reçu pour du jus d'orange. Sur le chemin de la Réunion ou sur le chemin de retour, peu importe. Il aurait pu facilement s'arrêter pour prendre son jus d'orange. C'était parfaitement plausible. Ma mère a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cela pourrait être celui de n'importe qui. Mais j'étais convaincue que mon père avait suivi cette route. Alors peut-être qu'il était quelque part près d'ici. J'ai supplié et supplié ma mère d'appeler la police et de leur parler de cet endroit. Ils devraient mener une opération de recherche ici. Elle était hésitante au début, mais elle voyait le désespoir dans mes yeux et elle a cédé. Le jour suivant, l'équipe de recherche est arrivée. Et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Une voiture en bas de la colline s'est écrasée contre le flanc d'un arbre. Sa carrosserie était écrasée et elle était couverte de feuilles. Mais il n'y avait pas de doute, c'était la voiture de papa. Ma mère et moi étions tellement soulagés, mais aussi inquiètes. Le corps de papa n'était pas dans la voiture, ce qui signifiait qu'il avait survécu à l'accident. Mais alors, où était-il? S'il en était sorti sain et sauf, il aurait sûrement couru directement à la maison. Sinon, cela voulait dire qu'il avait été blessé quelque part, qu'il s'était perdu dans les bois. Nous avons cherché dans le reste de la forêt ce jour-là, mais il n'y avait aucun signe de lui, pas même une empreinte de pas. Nous avons terminé la journée de recherche déçus. J'avais encore espoir que nous retrouverions mon père. Quand je me réveillais le matin, je m'attendais toujours à ce qu'il soit dans la cuisine, comme il a toujours été, à faire cuire des œufs et du bacon, en sifflant une mélodie. Mais chaque matin, je descendais les escaliers en courant et je trouvais la cuisine vide. Mon père était toujours porté disparu. Je pensais vraiment que nous le trouverions. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des semaines et des mois. Et nous n'avions toujours aucune idée de l'endroit où se trouvait mon père. Avant que nous ne nous en rendions compte, le premier anniversaire de la disparition de papa approchait. Et nous commencions à penser que papa était mort. Sinon, pourquoi serait-il parti si longtemps? Il a dû se perdre dans les bois et mourir de faim. C'était la seule explication. Mon thérapeute m'a encouragée à aller de l'avant, à reprendre ma vie en main. Mais je trouvais ça si difficile. Je croyais toujours que mon père était là, quelque part. Et je suppose que c'était le cas. 2 semaines après le premier anniversaire de la disparition de papa, je suis allée à l'épicerie pour acheter des choses pour maman. Quand j'ai cru voir quelqu'un de familier, c'était un homme, dos à moi, portant une casquette verte. J'ai cru reconnaître quelque chose dans son physique, dans la façon dont il se portait. Puis, il s'est retourné et j'ai failli pousser un cri de surprise. C'était papa! Mon père! Il était vivant! Il s'était fait pousser la barbe, mais je le reconnaîtrais n'importe où. Il se tenait de l'autre côté du magasin. Alors j'ai dû sprinter pour essayer de le rejoindre. Mais une foule de gens est passée et je me suis perdue dans la cohue. Ils m'ont poussée dans une allée et le temps que j'arrive à l'endroit où se tenait mon père, il était parti. J'ai cherché partout. J'ai couru tout autour du magasin. Je suis sortie pour voir s'il était parti. Mais il n'y avait rien. Aucun signe. J'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse disparaître tout comme la dernière fois. Finalement, après 2 heures de recherche, je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à maman. Je lui ai raconté comment j'ai trouvé papa, comment il était à l'épicerie. Au début, le visage de ma mère s'était illuminé quand je lui ai dit que j'avais aperçu papa. Mais ensuite, ses traits se sont lentement transformés en déception. « Chérie, je crois que tu as juste halluciné », m'a-t-elle dit. « Non, ce n'était pas le cas, c'était réel, j'en suis sûre », lui ai-je dit. « Alors pourquoi n'est-il pas revenu à nous ?» dit-elle tristement. « Pourquoi serait-il si proche sans même se donner la peine de nous dire qu'il était vivant ?» Elle a soulevé un bon point. C'était très étrange et c'était beaucoup plus logique que ce que j'avais imaginé. Mon thérapeute a toujours dit que les visions et les hallucinations de nos proches disparus étaient assez courantes dans les phases de deuil. Alors j'ai fait un signe de tête à ma mère et je n'en ai plus parlé. La semaine suivante, je suis retournée à l'épicerie, mais cette fois-ci, ma mère est venue. Nous sommes arrivés au magasin et nous sommes allés chercher toutes les choses qui figuraient sur notre liste. Nous avions prévu de faire un énorme plat de rôti ce soir-là.
Maman allait faire une tarte aux pommes. Nous avons senti que nous méritions une gâterie. Alors que nous nous promenions dans les allées en quête d'ingrédients, j'ai repéré une casquette verte. Je me suis essuyé les yeux et, bien entendu, il était là, cette casquette verte. J'ai fait un pas sur le côté pour mieux voir. Et il était là, debout, avec nonchalance. Mon père. « Maman, viens vite !» ai-je appelé. Maman s'est empressée d'arriver. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. J'ai montré du doigt l'homme qui ressemblait exactement à mon père et j'ai regardé la couleur disparaître du visage de ma mère. Elle portait un carton de lait, mais il est tombé par terre et il a fait couler du lait partout. Ma mère et moi sommes restés figés sur place, paralysés par le choc à la vue de mon père, son mari, que nous avions perdu depuis plus d'1 an, qui se tenait à quelques mètres de nous. J'étais sur le point de l'appeler, de courir vers lui avec soulagement, quand une femme s'est approchée de lui. Elle semblait le connaître et nous l'avons regardé avec horreur, puis elle s'est penchée et l'a embrassé sur la bouche. Dans ses mains, elle tenait un petit bébé, de toute évidence un nouveau-né, et le père s'est rapidement penché pour embrasser le bébé sur la tête. Nous n'en croyions pas nos yeux. Mon père, avec une nouvelle petite amie et un bébé? Comment? Ça ne peut pas être vrai. Pas moyen que papa nous fasse quelque chose comme ça. Mais il était là. Voir, c'était croire, je suppose. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai fait signe à ma mère, dont le visage était figé, par un regard blessé de me suivre. Et je me suis approchée de mon père. J'allais l'affronter. J'allais lui demander pourquoi il nous avait quittés. Pourquoi il nous avait abandonnés. Je lui ai donné une tape sur l'épaule et il s'est retourné en me souriant légèrement. Il n'a même pas eu l'air effrayé par mon apparence. Comme si j'étais n'importe qui. Un étranger, pas sa propre fille. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce et j'ai parlé. « Comment as-tu pu faire ça, papa ?» Le sourire de mon père s'est effacé et il a froncé les sourcils. « Pardon ? Tu m'as entendu ?» J'ai dit nerveusement. « Tu es un lâche !» Mon père s'est armé la tête. « Je suis désolée, je vous connais ?» J'ai reculé en état de choc. À quoi jouait-il ? C'était malsain. Ma mère s'est avancée et elle a regardé mon père d'un air soupçonneux. « Arrête, Howard !» Elle s'est adressée à lui. « C'est sérieux !» « Howard ?» Mon père s'est gratté la tête. « Je suis vraiment désolée, mais vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. »« Je m'appelle Elijah. » Alors la femme, celle qui a embrassé mon père, s'est avancée. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Ces gens disent qu'ils me connaissent, » dit papa. Elle nous a regardés avec curiosité. « Oh, eh bien, ils pourraient te connaître. » Elle nous a regardés de très près. Ça pourrait être un choc, mais Elijah a perdu ses souvenirs. Il est amnésique, vous voyez? Mon monde est devenu incontrôlable. Cette femme, elle n'avait aucun sens. Mon père ne nous oublierait pas. Et ensuite, je me suis souvenue du crash. Comment il avait chuté. Comme nous savions que, s'il était vivant, il reviendrait à la maison. Mais c'est ça le truc, il était vivant. Mais il ne pouvait pas se souvenir de la famille dans laquelle il était censé rentrer. Je dois dire que cette situation est très inconfortable et gênante. Nous avons expliqué à cette femme, qui a dit s'appeler Maddie, que nous étions la famille de papa, que j'étais sa fille et que ma mère était sa femme. Maddie a été pour le moins surprise. Elle nous a dit qu'elle avait épousé Elijah, ou pour nous, Howard, il y a quelques mois, et que c'était leur bébé. Eh bien, c'était trop pour nous. Il se passait tant de choses en même temps. Maddie nous a suggéré de faire appel à un thérapeute pour nous aider à traverser cette épreuve. Elle nous a proposé de faire une séance ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Mon père, sa femme, son autre femme, leur bébé et moi sommes allés à une séance de thérapie le lendemain matin. Mon père ne semblait toujours pas reconnaître qu'il nous connaissait. Il s'est excusé, a dit qu'il aurait aimé pouvoir se souvenir, mais cette partie de son cerveau semblait avoir disparu. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Peut-être que si nous pouvions trouver quelque chose pour stimuler sa mémoire, pour récupérer cette partie perdue, peut-être qu'il se souviendrait de nous et que tout redeviendrait à la normale. Lors de la séance suivante, j'ai apporté quelque chose dont j'étais certaine qu'il se souviendrait. Du jus d'orange. La session suivante, j'ai placé un verre de jus d'orange devant lui. Ma mère et moi l'avons observé de près, en attendant une réaction. Mais rien ne s'est produit. Mais ensuite, il a pris le verre en inspectant son contenu et l'a soudainement lâché. Il s'est brisé sur la table et lentement, miraculeusement, il nous a regardés avec réalisme. « Je me souviens, » dit-il. Nous avons pleuré. Et nous nous sommes embrassés, tandis que Maddie s'asseyait maladroitement sur le côté. Nous avons réalisé ce qui s'était passé et ce qui allait arriver. Et nous nous sommes penchés en arrière. Ma mère regardait mon père et Maddie, le regard péniblement tourné vers ce qui allait devoir être décidé ensuite. Papa semblait avoir réalisé
Son regard se posait entre ces deux familles, une ancienne et une nouvelle. « Reste avec Maddy, chérie. » J'ai été choquée par ces paroles, mais je savais que c'était le bon choix. Le père que nous connaissions nous avait quittés depuis l'accident. Bien sûr, une partie de lui se souvenait de qui nous étions, mais tout était différent maintenant. Il avait une nouvelle famille, et en réalité, maman et moi serions très bien seuls. Mais, commença papa, tout en cessant de parler, dès qu'il regarda Maddy et son nouveau-né. Il a hoché la tête en silence, mais des larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolée que ce soit comme ça. Je t'aime toujours, » chuchota-t-il. Ma mère a baissé les yeux. « Ce n'est pas ta faute. » Elle s'est arrêtée. « Je t'aime aussi. » Après cette séance, papa est resté avec Maddy. Il vivait en fait assez proche de chez nous, et je le voyais très souvent. Curieusement, ma mère et Maddy sont devenues les meilleures amies. Il s'est avéré qu'elles avaient beaucoup en commun. Je suppose que mon père y avait goûté. C'était la plus particulière des relations. Ma mère et mon père partageaient toujours un lien, mais c'était plus une amitié qu'un couple marié. En fait, j'étais très proche du bébé de mon père. C'était une petite fille adorable et j'étais heureuse d'avoir une petite sœur. Mais certaines nuits, je pouvais entendre ma mère pleurer. Elle était très courageuse, mais c'était tellement difficile à gérer pour une personne. Pendant quelques années, elle est restée seule, et je l'ai encouragée à trouver quelqu'un à aimer à nouveau. Elle le méritait bien. Elle était hésitante, mais elle a fini par trouver quelqu'un. Ils sont maintenant mariés, et je suis si heureuse que ma mère ait pu aimer à nouveau. Quand mon père a disparu, tout a changé dans ma vie. Mais je suppose qu'à partir de là, ma famille a grandi et s'est épanouie pour donner naissance à cette belle chose. Donc, je suppose que je suis reconnaissante pour cela, d'une certaine manière.